Alors, d'abord, je voulais souhaiter la bienvenue à tout le monde à ce webinaire qui est organisé par En Piste en collaboration avec l'Aparté, un service de la clinique juridique Juripop. Alors, on fait ce webinaire un peu dans notre effort d'outiller le milieu afin de favoriser un milieu de travail agréable, sain et sécuritaire pour tous et toutes. Et on a tenu un premier webinaire le 23 juillet dernier, présenté par l'Aparté, qui est le guichet unique contre le harcèlement et les violences dans le milieu culturel. Et aujourd'hui, on a une clinique entièrement gratuite et confidentielle toute la journée pour tous les circassiens et les circassiennes du Québec qui débute par ce webinaire. Alors, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Julie Do, qui est sexologue et directrice du service d'intervention et de référence policière du CAVAC de Montréal, qui va présenter les services du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels. Et elle sera suivie de Maude Moffett, qui est intervenante au département de relations d'aide et qui nous parlera du groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec. On va faire les deux présentations, une à la suite de l'autre, et ensuite, il y aura une période de questions. Mais on vous invite quand même à écrire vos questions au fur et à mesure qu'elles vous viennent à l'esprit dans la section questions et réponses. Donc, pas dans le chat, mais plutôt dans la section questions et réponses que vous retrouverez soit au bas ou au haut de votre écran. Si vous souhaitez exprimer vos questions en toute confidentialité, il y a une case que vous pouvez cocher, anonyme, et là, on ne verra pas le nom de la personne qui a écrit la question. Toutefois, on vous rappelle de poser des questions qui ne sont pas trop personnelles, mais plutôt d'ordre général pendant le webinaire. Cet après-midi, certains d'entre vous ont pris rendez-vous avec des intervenants en privé et pourront poser leurs questions plus personnelles, passer à travers des cas ou des choses plus personnelles en privé, en rendez-vous. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Julie qui va nous présenter les services du CAVAC. Donc, je vais juste changer mon écran. Ici, voilà. Et voilà. Alors, excellent. à toi la parole, Merci. Julie. Merci beaucoup. Alors, bonjour. Merci Nathalie pour la présentation. Donc, voilà, mon nom c'est Julie. Je suis sexologue, directrice intervenante au CAVAC de Montréal depuis les 17 dernières années. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter brièvement les services du CAVAC. Puis, si jamais vous souhaitez avoir plus d'informations, parce qu'en fait, là, c'est assez... il y a plusieurs services, en fait, qui peuvent s'offrir pour différentes situations. Donc, j'ai essayé d'être un petit peu plus générale, mais s'il y a besoin de précision, ça va me faire plaisir là, de répondre à toutes les questions qu'il peut y avoir. Donc, des CAVAC, bon, c'est sûr que je travaille pour le CAVAC de Montréal. Il y a des services qui sont distincts du reste de la province, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des CAVAC, il y en a partout à travers la province. Et puis, chaque CAVAC ont différents points de service. Donc, en fait, le but, c'est de desservir la population du Québec en entier, et ça de façon le plus efficiente possible. Donc, les CAVAC, ce que c'est que c'est des organismes à but non lucratif. Important de savoir que nos services sont gratuits et confidentiels. L'équipe d'intervention, c'est différents professionnels. On a des stagiaires. Il n'y a pas de bénévoles dans notre équipe. C'est tous des professionnels qui sont formés, donc soit en travail social, en psychologie, criminologie ou sexologie. Et puis, comme je vous disais, bon, il y a 17 établissements à travers le Québec, mais plus d'une quarantaine de points de service, là, si on compte là, tous les différents points de service de ces CAVAC-là. La mission du réseau, en fait, notre objectif, nous, c'est de venir en aide, c'est d'offrir des services qui sont gratuits, confidentiels, comme je vous disais, pour toutes les personnes victimes d'actes criminels, les témoins, les proches. Nathalie, c'est juste la diapo juste avant celle-ci. Ouais. Voilà.
Donc, quand on parle d'un acte criminel, c'est important aussi de préciser que la personne souhaite porter plainte ou non. Hein. Souvent, on associe, si vous avez déjà entendu parler du CAVAC, souvent c'est associé au processus judiciaire. C'est pas faux parce que une de nos particularités, c'est vraiment d'outiller, d'aider, d'accompagner les gens là, tout au long du processus judiciaire. Mais ceci étant dit, c'est pas nécessaire pour obtenir les services du CAVAC, c'est vraiment important de le savoir. Quand je parle de personnes, bon, tout âge, donc jeunes, adultes, personnes âgées, tout acte criminel, donc que ce soit crime contre la personne, crime contre la propriété, mais aussi aux familles, aux proches, une personne qui pourrait avoir été témoin, une personne qui est affectée parce qu'il y a quelqu'un qui a vécu quelque chose dans son entourage. Donc, les services peuvent lui être offerts également. Au niveau des visions, valeurs, je pense rapidement, mais juste important peut-être de préciser là, que la personne, en fait, va recevoir des services dans le respect de sa vie privée, puis vraiment au rythme, puis au souhait de ses, comment je pourrais vous dire, de respect de sa volonté. Donc, on n'est pas là pour diriger ou orienter une personne vers une décision qui lui conviendrait pas. Il est pas rare des fois que les gens viennent nous consulter et nous dire ben écoutez, j'ai vécu telle situation, des fois ça fait quelques mois, ça peut faire quelques années. Je me questionne, est-ce que je souhaite porter plainte ou non? C'est quoi les enjeux si je prends telle ou telle décision? Donc, tu sais, des fois, c'est d'amener la personne à réfléchir, là, justement, en lui expliquant, hein, on donne beaucoup d'informations. Je pense qu'une personne qui vient d'avoir été, qui a été victime peut se questionner, oui, par rapport au processus, mais par rapport aux conséquences ou est-ce que, nous, on entend souvent, est-ce que c'est normal que je me sente comme ça? Donc, voilà, c'est vraiment d'aider la personne, mais toujours en respect de ses propres volontés. On est là pour l'accompagner dans toutes les démarches et ça peut prendre des fois des semaines, des mois, voire même des années. Mais jamais en faisant les choses à sa place. Hein. Nous, on souhaite favoriser l'empowerment. Donc, on est là pour soutenir la personne dans toutes ces démarches-là, mais en lui redonnant le pouvoir. Hein, parce que, vous savez, une personne qui était victime d'un acte criminel, souvent, c'est qu'on lui a enlevé le pouvoir de choisir pendant une certaine période, que ce soit courte ou des fois c'est un petit peu à plus long terme. Fait que nous, notre souhait, c'est vraiment de la laisser là, reprendre le pouvoir sur sa vie. Bon, la présentation suivante, en fait, la diapo suivante, là, c'est un peu ce que je vous ai dit, là, que, bon, crime contre la personne, propriété, vraiment important, la plainte n'est pas nécessaire, puis sans limite de temps. Donc, la criminelle se soit passée il y a de cela 10 ans ou que ce soit récent, la personne est en mesure d'obtenir des services. Même chose aussi, précision, hein, parce que vous avez peut-être entendu parler de l'IVAC, qui est l'indemnisation pour les personnes qui sont victimes d'actes criminels. Donc, contrairement à l'IVAC, nous, l'acte criminel peut s'être passé ailleurs, peut s'être passé dans un autre pays, dans une autre province. Si la personne réside au Québec et souhaite avoir des services, c'est possible de les obtenir également. Le service à Montréal, en fait, se décline là, en plusieurs offres distinctes. Là. On a un service d'intervention de référence policière. Donc, c'est vraiment une équipe, je vous explique rapidement, là, c'est vraiment une équipe d'intervenants qui travaille directement avec les policiers. Donc, nécessairement, on s'entend que pour ce service-là, il y a eu plainte policière par la personne ou parfois par un proche. Donc, les intervenants accompagnent les policiers sur le terrain ou au moment de l'enquête là, pour aller rencontrer immédiatement les gens. Donc, habituellement, c'est dans les heures ou jours qui suivent là, la commission de l'acte criminel. C'est une porte d'entrée. Elle n'est pas unique. En fait, par la suite, là, on a ce qu'on appelle les services courants. Donc, à Montréal et comme je vous dis un petit peu ailleurs au Québec, là, mais il y a différents points de service donc sur l'île pour recevoir la clientèle sur rendez-vous. Et puis, c'est un intervenant rendu à ce stade-là, c'est un intervenant unique là, qui va accompagner la personne. Donc, ça risque d'être toujours le même intervenant là, qui va accompagner les gens pour la suite des services. Donc, les services, la façon qu'ils se déclinent, on parle d'accueil, soutien, écoute. Très, très important pour nous. Hein, je vous le dis, mais je vous le répète, là, d'entendre la personne, de prendre le temps d'écouter puis d'écouter ses besoins. C'est la première chose qu'on fait, hein, c'est d'évaluer les besoins de la personne victime parce que
bien que 2, 3, 4 personnes peuvent avoir été victimes d'un même acte criminel ou des fois même d'un même agresseur, ça ne veut pas dire que les besoins vont être les mêmes, ni les conséquences. C'est important de pas se comparer puis d'être vraiment à l'écoute de chaque personne parce que faut savoir que les conséquences vont vraiment être distinctes. Il y a il y a des facteurs, nous, qu'on appelle le péritraumatique. Donc, où était la personne avant? Comment était la personne? Quel est le réseau de soutien de la personne? Sa capacité de résilience? C'est tous des éléments qui vont avoir là, un impact là, sur les conséquences qu'on va vivre la personne victime. On va faire une intervention post-traumatique court terme. Comme je vous disais, l'accompagnement peut se faire quand même à plus long terme. On a différents services là, d'information. Quand il y a un dépôt d'une plainte, le CAVAC va communiquer avec la personne à différents moments là, du processus judiciaire, soit pour l'informer du dépôt de la plainte ou même à la fin, toute fin du processus judiciaire pour l'informer du résultat là, du processus judiciaire, si la personne ne s'est pas présentée, là, bien sûr, là, au moment du procès et des autres étapes. Quand on parle d'assistance technique, tantôt, je vous ai parlé de l'IVAC, une indemnisation pour les victimes d'actes criminels qui peut... il y a certains actes criminels qui sont admissibles. Donc, c'est d'informer la personne là, de tous les recours qu'elle peut avoir. Il y a aussi rapidement la déclaration de la victime sur les conséquences du crime. Donc, quand il y a une accusation là, qui est portée, la personne reçoit un document là, du palais de justice pour compléter puis d'inscrire les conséquences. C'est certains types d'assistance technique qu'on peut offrir. Orientation vers les ressources spécialisées, on n'est bien sûr pas unique. Il y a des besoins autres qu'ils peuvent avoir. Parfois, c'est de travailler en collaboration avec d'autres organismes. Vous connaissez par tête, entre autres, le réseau des CALAX, qui sont les centres d'aide et de lutte pour les victimes d'agressions à caractère sexuel. Donc, à notre niveau, nous, on va offrir un soutien individuel, mais si une personne souhaite avoir une thérapie ou des services plus en groupe pour pouvoir partager avec d'autres personnes, ça va être une des façons qu'on va orienter les gens. Parfois aussi, la commission d'un acte criminel, ça déclenche autre chose chez les gens, donc d'autres besoins peuvent survenir. On est là pour orienter là, les gens là, dans les différents besoins là, qui peuvent y avoir. Puis enfin, si la personne souhaite porter plainte, l'accompagnement, la préparation au témoignage, comment ça se passe en salle de cours, à qui on s'adresse, et ça peut même être un accompagnement physique là, si une personne est seule ou ne souhaite pas nécessairement être accompagnée d'un proche ou d'une personne de son entourage. C'est quelque chose qui peut être offert. Donc, rapidement, la suivante aussi, je vous en ai parlé un petit peu. Là, on parle d'information, droit à recours. Je vous ai parlé de l'IVAC. C'est vrai que quand c'est dans le cadre du milieu d'un acte criminel, c'est passé dans le cadre du travail. C'est important de préciser que c'est la CNSST qui s'applique. Puis, quand il y a une utilisation d'un véhicule moteur, ça, c'est la SAC. Au niveau la diapo suivante, l'assistance technique, je vous en ai parlé aussi. Des fois, c'est d'accompagner les gens. S'il y a un acte criminel, je donne un exemple, s'il y a eu une agression sexuelle à la résidence de la personne peut faire exceptionnellement une demande de résiliation de bail là, si elle ne souhaite plus habiter là, dans le logement là, où ça s'est passé. Là. C'est une des choses là, sur lesquelles on peut informer puis assister la personne là, dans les différentes démarches. Donc, au niveau de l'accompagnement aussi, je vous disais tantôt, là, c'est sûr au niveau du processus judiciaire, mais parfois ça peut être autre chose, que ce soit plus tard, là, quand on regarde, là, vous voyez, le service correctionnel lors de l'audience de libération, là, on est vraiment beaucoup plus tard, mais ça peut quand même, c'est des exemples là, qui sont offerts, mais c'est vraiment pour dire on souhaite que les gens ne soient pas seuls dans tout ce qui va s'en venir parce que vous savez que il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments. Parfois, c'est difficile de s'y perdre. Puis quand on a été victime, parfois la concentration est moins là, l'énergie non plus. Donc, de savoir qu'on peut compter sur quelqu'un, c'est un peu ça qu'on veut faire comprendre aux gens. Le service d'accompagnement, préparation à la cour, encore là, c'est un petit peu plus décliné. Là. Donc, vous voyez, là, je vous disais, au niveau de l'information sur les procédures, mais comment est-ce que ça va se passer, la vulgarisation là, du système judiciaire, de faire connaître les droits, de préparer la personne, mais aussi de valider les attentes. Hein. C'est important de savoir qu'il y a certaines personnes qui ont peut-être comme attente là,
que l'accusé soit incarcéré pendant plusieurs années, alors que, tu sais, peut-être qu'en raison de la gravité de la criminelle, tu sais, c'est pas dans les options. Donc, c'est aussi de valider puis de vérifier les attentes là, qui s'ensuivent là, quand il y a un dépôt d'une plainte. Enfin, ben, rapidement, les points de service à Montréal, les différents points de service. Tantôt, je vous disais qu'il y avait la référence policière. Donc, c'est sûr que c'est un service qui est offert sur l'ensemble de l'île. Donc, on voit les 5 centres opérationnels du service de police de la Ville de Montréal. Donc, que la personne, lorsqu'il y a une enquête, ben, le dossier peut toujours être référé vers un intervenant du CAVAC. Il y a des intervenants qui vont travailler de façon plus spécialisée. Donc, on a une intervenante qui travaille avec la clientèle aînée, une intervenante qui va travailler juste en violence sexuelle, une intervenante qui va travailler au niveau de l'exploitation sexuelle. Des postes de quartier, c'est certain qu'on couvre le territoire au complet, c'est seulement les lieux d'où partent les intervenants. Puis quand je faisais référence tantôt aux points de service généraux, en fait, où la clientèle là, peut être accueillie. À Montréal, c'est les 3 endroits distincts. Donc, les adresses, on les garde confidentielles, mais ça vous situe un peu, le métro du Collège, Cadillac et métro Beaubien. Puis, ben, je vous fais référence du palais de justice, de l'accompagnement. Donc, c'est certain qu'il y a des intervenants à temps plein qui travaillent dans les différents endroits. Donc, que ce soit et palais de justice, à la Chambre de la jeunesse, mais aussi à la cour municipale. Donc, le but, en fait, là, c'est d'accueillir la personne à toutes les étapes du processus. Donc, comme vous voyez, qu'on travaille en collaboration avec les policiers, donc c'est vraiment du dépôt de la plainte, s'il y a lieu, jusqu'à la toute fin du processus judiciaire, mais aussi de recevoir les gens en toute confidentialité dans nos points de service. Je vous parle beaucoup de rencontres en présentiel, mais là, on est en temps de pandémie aussi. C'est actuel, mais c'est toujours le cas aussi en tout temps. Donc, les services peuvent être offerts par téléphone et on ne demande pas non plus à la personne de s'identifier. Donc, si quelqu'un souhaiterait avoir de l'information ou simplement avoir un certain suivi, tu sais, à quelques reprises avec un intervenant, pourrait choisir de s'identifier sous un autre nom aussi, mais c'est juste pour qu'il y ait une référence, mais tu sais, c'est pas quelque chose qui est exigé non plus, là. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est vraiment là pour toutes les personnes qui ont été victimes d'actes criminels, porte plainte ou non, pour tous les proches, les témoins. Donc, des fois, on est affecté, on est le soutien d'un ami, on est le soutien d'un collègue. On a besoin d'être là pour lui, mais on ne sait pas toujours, non pas par mauvaise volonté, mais comment l'aiguiller. Donc, tu sais, pouvoir venir chercher des fois des conseils, tu sais, on peut vous donner de la documentation, c'est quelque chose qui peut être fait. Enfin, les services, bon, dans toutes les langues, ça c'est certain, là, toutes les langues possibles, là, on va travailler avec un service d'interprète. Là, vous voyez un peu les langues qui sont parlées par notre équipe d'intervention, mais c'est un service d'interprète sinon qui va assurer là, le contact là, avec la personne victime. Donc, voilà, je conclurai là-dessus. Si, je ne sais pas, je ne crois pas qu'il y avait de questions. Ah, j'ai peut-être vu une question. Je vais y répondre tout de suite par l'après. Mais si vous souhaitez aussi avoir des informations, vous allez avoir les liens là, sur la présentation suivante sur le réseau des CAVAC. Sur le site Internet du CAVAC, vous allez avoir toutes les... en fait, une grande majorité là, des dépliants qu'on remet là, de façon en format PDF que vous pouvez télécharger ou que vous pouvez consulter. Il y a aussi la page Facebook là, du réseau des CAVAC là, qui est, en ce moment, la personne responsable des communications est en vacances, mais règle générale, qui est alimentée aussi de façon très fréquente. Puis, je vous ai laissé mon adresse courriel aussi pour avoir mes coordonnées là, à la présentation suivante. Donc, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci beaucoup, Julie. Alors, il y a les coordonnées ici sur la diapositive. Je vais peut-être la laisser une petite seconde de plus pour que les gens la prennent en note. Et ensuite, on va passer à Maude. Maude, qui va faire une présentation du GEIST. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on prononce l'acronyme. Oui. Donc, du groupe d'aide et d'information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec, toujours. Donc, je vais
arrêter de partager mon écran pour te laisser une petite chance de mettre ta présentation de ton côté. Oui, parfait. Voilà. Alors bonjour, merci Nathalie de nous accueillir aujourd'hui. Moi je me présente, mon nom c'est Maude, je travaille au GAST depuis tout récemment cet été. Puis je vais vous présenter un peu nos services aujourd'hui. Donc d'abord, le groupe d'aide, c'est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 1980, puis qui a pour mandat d'informer puis d'assister les personnes qui vivent ou qui ont vécu du harcèlement dans le cadre de leur travail. Donc, l'organisme a été initialement fondé pour contrer exclusivement le harcèlement à caractère sexuel, mais depuis environ les années 2000, il traite à ce jour toute forme de harcèlement, que ce soit psychologique, discriminatoire ou sexuel. C'est pourquoi on adopte non seulement l'acronyme GAST, mais aussi le nom Groupe d'aide et information sur le harcèlement au travail, tout simplement. La très grande et ambitieuse mission du GAST, c'est d'enrayer le harcèlement en milieu de travail et aussi de briser l'isolement qui entoure les personnes qui sont aux prises avec ce genre de situation. Notre clientèle cible, naturellement, c'est, comme j'ai dit plus tôt, toute personne qui a déjà vécu ou qui vit présentement du harcèlement dans son milieu de travail. Puis notre expertise va plus se situer au niveau des petites et moyennes entreprises non syndiquées de juridiction provinciale, mais reste que si un appelant avec un profil de travailleur différent demande de notre aide ou sollicite nos services, on va répondre à sa demande évidemment dans la mesure du possible. Donc, tous les services au groupe d'aide qui sont d'aide directe, c'est-à-dire aux particuliers, vont être gratuits et confidentiels. Le premier contact va toujours se faire par téléphone avec un ou une intervenante. Puis, des rencontres en présentiel peuvent suivre par la suite, mais la majorité de nos contacts se font par téléphone, puis surtout depuis les mesures de distanciation sociale. Mais si le besoin se présente, on va quand même faire de notre possible pour rencontrer la personne. On a pignon sur rue à Montréal, près du métro Fabre. Puis on dessert la population du Grand Montréal, mais si on a des appelants qui viennent d'autres régions du Québec, on peut également répondre à leurs demandes. Il est à noter qu'on retourne tous nos appels et toutes les communications, donc courriel aussi, dans les 24 heures ouvrables. Donc, moi, je l'ai dit plus tôt, je suis intervenante au département de relations d'aide. C'est nous qui vont vraiment assumer tous les premiers appels. On est la porte d'entrée des services. On va procéder à l'évaluation de la situation de l'appelant ainsi que les besoins qu'il présente en fonction de sa situation particulière. On offre d'abord et avant tout du soutien moral et de l'écoute active puisque les situations de harcèlement peuvent créer malheureusement beaucoup d'isolement. On va aussi donner de l'information à la personne en fonction de sa situation particulière également, que ce soit sur les lois qui entourent le harcèlement au travail, quelles sont les responsabilités de l'employeur, les procédures qui peuvent s'appliquer à la situation, les ressources qui sont disponibles à cette personne, etc. On peut également offrir de l'aide technique parce que monter un dossier en harcèlement, ça peut être quelque chose qui est très éprouvant étant donné l'émotivité qui peut venir avec la situation. Donc, on peut accompagner la personne dans la rédaction d'une lettre, dans la complétion d'un formulaire, que ce soit pour formuler une plainte, demander des prestations d'assurance maladie ou assurance emploi. On peut aider les personnes à rédiger un exposé des faits qui va en fait détailler les événements pour ensuite, dans l'éventualité, porter plainte ou simplement pour obtenir un effet thérapeutique de l'écriture. On ne va jamais remplir ou rédiger pour la personne. On va vraiment essayer de pousser la personne vers une autonomie tout en voulant l'accompagner puis la soutenir dans les démarches qu'elle décide d'entreprendre. Donc, on va vraiment explorer avec la personne les options qui vont s'offrir à elle par rapport à sa situation. Puis, c'est pour ça qu'on essaie de développer aussi des démarches alternatives. Des solutions alternatives, pardon, c'est-à-dire ça va être n'importe quelle stratégie qui va permettre de mettre fin au harcèlement sans nécessairement que la personne ait à entreprendre des démarches légales parce que c'est pas nécessairement tout le monde qui est prêt à s'adonner à ce genre de processus. Ça peut être très long, ça peut être difficile. On les informe de toutes les
les étapes de ces processus-là pour qu'ils prennent une décision informée. Donc, quand on parle de solutions alternatives, ça peut être, par exemple, de rédiger une lettre au présumé harceleur, de faire une dénonciation à l'interne, de rédiger une lettre de démission qui dénonce au passage une situation de harcèlement, tout dépendant de ce que la personne veut faire par rapport à cette situation-là. Puis, dans le cas où le GAIST n'est pas en mesure de répondre à la demande de l'appelant dans le cadre de son mandat, on se donne le devoir de toujours rediriger la personne vers une autre ressource, que ce soit un autre organisme, un psychologue ou autre au besoin. Ensuite, on a le département des plaintes. Donc, il peut arriver que certains dossiers du département de relations d'aide soient transférés à ce département-là, qui offre notamment des services d'assistance, d'accompagnement et de représentation dans les démarches légales. Ces démarches-là se font entre autres à la CNESST ou à la CDPDJ, dépendamment du profil du travailleur et du type de harcèlement. Les démarches qui sont entreprises par nos intervenants peuvent s'effectuer à différentes étapes du processus, que ce soit pour faire une médiation, donc une entente à l'amiable avec un employeur, lors d'une enquête sur la vérification des faits allégués ou même à l'audience au tribunal, on va offrir un accompagnement. Cependant, c'est du cas par cas, dans le sens où ce ne sont vraiment pas tous les dossiers du département de relations d'aide qui sont transférés de plainte une fois qu'une démarche légale est entamée. La prise en charge du dossier et les démarches effectuées par les intervenants de ce département-là vont vraiment dépendre de l'état de la situation particulière qui peut énormément varier d'une personne à l'autre. On offre également un service de café-rencontres qui sont un peu comme des groupes de soutien ponctuels. C'est des activités qu'on offre 3 fois par mois. On fait 2 activités à thématique puis une discussion plus libre. On la fait actuellement en mode virtuel étant donné les mesures de distanciation sociale, mais normalement, on la fait au bureau autour d'un café. Puis l'objectif de ces activités-là, c'est vraiment de briser l'isolement, encore une fois, de permettre des échanges qui sont basés sur le partage d'expériences, favoriser l'entraide entre les personnes aux prises avec des situations au travail, qu'elles se supportent mutuellement, puis puis que nous, on puisse donner de l'information sur divers sujets. Comme par exemple, pendant un mois, le café rencontre à thème pourrait porter sur les différents recours dépendamment des profils de travailleurs, tandis que le mois suivant, il pourrait porter sur le sommeil ou la gestion du stress. Donc, ça varie beaucoup, ce qui fait en sorte que c'est une expérience dynamique, puis c'est vraiment apprécié par la clientèle. On offre aussi un service de suivi psychosocial qui fonctionne uniquement par référence interne du GAIST, donc dans le sens où les intervenants du département de relations d'aide ou du département des plaintes vont analyser dans leur dossier si le client pourrait avoir besoin de ce genre de suivi-là. Puis, on réfère à ce service-là dans la très grande majorité des cas lorsque le dossier harcèlement est terminé, dans le sens où la personne n'est plus en train de faire des démarches au sujet de sa situation, parce que l'objectif de ces rencontres-là, ça va vraiment être d'aider la clientèle à se reconstruire puis à travailler sur des sphères de vie autres que celles de la victimisation. Donc, par exemple, travailler sur le réseau social, l'organisation routinière de la personne, ses loisirs, entre autres. Puis, finalement, on a un département de l'éducation qui est le seul service payant du groupe d'aide. On offre notamment des ateliers de sensibilisation qui sont majoritairement destinés aux employés des entreprises ou d'organisations quelconques, qui ont pour but de démystifier le harcèlement pour permettre aux personnes qui assistent à ces formations-là de mieux comprendre et reconnaître le harcèlement pour y réagir de façon adéquate. Puis, on y aborde, entre autres, les différentes formes que peuvent prendre le harcèlement ainsi que ses conséquences tant pour les victimes que pour la personne harcelante que pour l'entreprise. Puis aussi, on offre également des formations sur mesure qui sont vraiment plus destinées aux gestionnaires afin de leur permettre d'être outillés pour reconnaître, prévenir et gérer le harcèlement lorsque le besoin se présente. Elles sont vraiment adaptées aux besoins que la compagnie
émet lorsqu'elle fait sa demande. Puis ça peut comprendre notamment la détermination d'éléments qui peuvent être essentiels pour une politique de harcèlement. On peut présenter pour eux leur politique de harcèlement s'ils le souhaitent. On peut leur donner des notions de base sur le traitement d'une plainte ou la façon de procéder lors des enquêtes internes, ce genre de choses. Donc voilà, ça fait à peu près le tour des services du groupe d'aide. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez vous rendre sur notre site web, le GAIHST, gaihst.qc.ca. On a également une page Facebook, qui est groupe d'aide et information sur le harcèlement au travail. Sinon, vous pouvez toujours nous contacter par téléphone au numéro qui figure ici ou nous écrire à l'adresse courriel info@gaihst.qc.ca. Donc, merci pour votre écoute. Merci beaucoup, Maude. C'est super intéressant de savoir. En fait, moi, je ne connaissais pas énormément de ces deux organismes-là. Donc, j'ai pris beaucoup de notes aussi. C'est intéressant de savoir tout ce que vous faites. Peut-être que je pense qu'il y avait déjà une question qui s'adressait peut-être... Ah, elle a déjà été répondue, J'ai répondu. C'est ça? OK, super. Merci Julie, super efficace. Donc, je garde l'œil ouvert pour les questions. On a quand même une demi-heure qui nous reste pour répondre aux questions des gens qui sont présents avec nous. Peut-être c'est important de dire aussi que le webinaire est enregistré. Donc, les gens qui ne peuvent pas être présents ne pourront pas poser des questions, malheureusement, mais ils pourront visionner le webinaire par la suite. Alors, peut-être en attente des questions, moi, j'en avais quelques-unes. Je vais peut-être commencer par Maude, qui est réchauffée, qui vient de parler. Alors, je me demandais, souvent, le harcèlement, ça peut être quelque chose d'assez sournois, assez subtil par moment. Comment est-ce qu'on fait pour reconnaître que c'est du harcèlement, ce qu'on est en train de vivre ou ce qu'on voit dans notre milieu de travail, par exemple? Effectivement, le caractère insidieux du harcèlement en milieu de travail peut faire en sorte que c'est vraiment difficile de le reconnaître ou même de dire que c'est du harcèlement. On peut souvent penser à des conflits de personnalité dans certains cas, mais c'est pas nécessairement ça. La loi prévoit 5 critères de harcèlement en milieu de travail. Donc, ça va être une conduite qui est vexatoire, donc que la personne ne va pas apprécier. Il y a une notion de non-consentement par rapport au harcèlement. Elle va être répétée ou un seul incident grave. Ce n'est pas vraiment le cas pour des conduites insidieuses, mais souvent le harcèlement va se reconnaître à l'aspect répétitif des comportements vexatoires qui sont exercés envers la personne. Ensuite, le troisième critère, ça va vraiment être l'atteinte à l'intégrité de la personne, donc que ce soit l'intégrité morale ou physique. La personne va avoir vraiment des conséquences sur sa vie. Ça peut être par exemple le développement de symptômes psychosomatiques, de l'irritabilité, peu importe. Je m'excuse, je suis en train de perdre ma voix. Je vais juste prendre une petite gorgée, ça sera pas bien. Excusez-moi. Bon, pardon. Où j'en étais? J'ai posé une longue question en plus. Oui. Avec une longue réponse. Oui, non, c'est ça. Donc, j'étais rendue à la tête, à l'intégrité. Donc, comme je disais, il faut qu'il y ait des conséquences notables envers la personne. Puis cette conséquence-là, ça peut également être finalement un milieu de travail néfaste. Donc, la détérioration du milieu de travail de la personne, par exemple, elle n'arrive plus à remplir ses objectifs de travail ou se réaliser. Aussi, j'ai oublié un des critères, c'est vraiment le caractère hostile de la conduite. Donc, dans le fond, que c'est vraiment, ça revient un peu au non-consentement. La personne va le faire de façon mal intentionnée, puis vraiment agir de façon à ce que la personne subisse les conséquences des actes qui sont perpétrés. Mais ça, c'est les critères de la loi.
Rien n'empêche qu'une personne se sente harcelée sans nécessairement remplir toutes ces boîtes-là. Vraiment, ça va vraiment varier d'une situation à l'autre. Puis aussi, il y a aussi l'aspect de la résistance aux conduites, dans le sens où c'est pas toutes les personnes qui vont être autant affectées d'une situation à l'autre, de la gravité des gestes qui sont perpétrés. Donc, je pense que c'est propre à chacun de se sentir harcelé ou non, mais voilà, selon les critères de la loi, c'est à peu près ça. C'est comme ça qu'on le reconnaît. Puis si, peut-être une petite dernière question avant que je passe à Julie. Si on se rend compte qu'on est peut-être en train de vivre du harcèlement, on se sent, il y a une situation ou un comportement qui se passe au travail régulièrement qui nous fait sentir pas bien à l'intérieur, ce serait quoi la première étape que vous conseillez de faire? Est-ce que c'est de parler à la personne directement, de s'adresser à un supérieur? C'est quoi la première étape? Évidemment, c'est pas toujours facile, mais je pense que l'important, c'est vraiment d'exprimer son non-consentement à la personne. Si les conduites continuent à se perpétrer malgré ce non-consentement-là, ça peut toujours être justement d'en parler à une personne de confiance au sein de l'entreprise, que ce soit un responsable RH, un collègue qui peut prendre action par rapport à la situation, parce que le but n'est pas nécessairement de sévir les comportements, mais de les faire cesser. Donc, ça va être vraiment ça l'important. Dans le cas où c'est pas possible, peut-être prendre des notes, évaluer comment on se sent par rapport à la situation. Vous pouvez toujours nous appeler pour qu'on puisse débroussailler tout ça ensemble, parce qu'effectivement, la chose à faire n'est pas pareille pour personne. Donc, la première étape ne l'est pas nécessairement non plus. Comme je dis, manifester le non-consentement, c'est pas nécessairement facile pour tout le monde. Il n'y a pas nécessairement une personne ressource au sein d'une entreprise. Parfois, il n'y a pas de ressources humaines. Parfois, la personne harcelante, c'est la personne qui est propriétaire de l'entreprise. Donc, ça va vraiment dépendre de toute situation. Donc, effectivement, prendre la décision avec laquelle on est à l'aise. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à nous appeler pour qu'on puisse vous aider à vous guider là-dedans. Oui, merci. Julie, peut-être passer à toi. J'ai entendu dire, je pense que j'ai bien compris, que vous aidez aussi les gens quand les crimes se sont passés à l'étranger. Oui, oui. exactement. Alors, nous, dans le milieu du cirque, bon, après COVID, il y avait beaucoup de tournées internationales. Alors, c'est très possible que un genre de crime se passe à l'étranger, malheureusement. Et dans le webinaire de l'aparté, il disait que c'était quand même plus compliqué, plus complexe au niveau judiciaire, là, qu'il fallait faire les poursuites dans le pays où ça s'était produit, si poursuite il y a. Donc, je me demandais, comment ça se passe en fait si quelqu'un vous approche et puis avec un crime qui s'est produit à l'étranger. Ouais. Ben oui, mais c'est ça, vous avez raison de dire, effectivement, on peut aider les gens, là, comme tantôt je le précisais, là, qu'importe le lieu où c'est déroulé la commission de la criminelle. C'est certain, puis là, ils voulont préciser, là, tout ce qui est processus judiciaire doit se faire dans le pays où il y a eu où la criminelle a été perpétuée. Donc, ça va être nous de faire des démarches, de faire des recherches ou d'aider la personne dans ses... si c'est là, pour l'accompagnement judiciaire, là, c'est de cette façon-là ça va se faire, mais c'est vraiment du cas par cas parce que honnêtement, je pense qu'on a eu beaucoup de situations où les gens nécessairement ont porté plainte. Ce qu'on a vu beaucoup jusqu'ici, c'est des gens qui ont fait un processus d'immigration, qui sont arrivés au pays puis qui avaient été victimes dans leur pays d'origine. Donc, ce qui peut se faire, comme je dis, là, ça va être vraiment de faire des démarches, des recherches. Ce qu'on a vu, nous, jusqu'ici, c'est beaucoup d'aiguiller les gens dans les processus aussi d'indemnisation. Puis encore là, comme je vous le disais, c'est vraiment dans le province, au pays d'origine, s'il y a un processus d'indemnisation à avoir, il va falloir faire les démarches comme ça. Fait que oui, ça se fait. C'est sûr que c'est plus complexe. Pour ce qui est de l'accompagnement plus post-traumatique sur les conséquences, bien là, ça pour rien, il n'y a rien de changé à ce niveau-là. Ça, on va pouvoir l'offrir. Mais c'est sûr que ça va être des démarches, mais c'est un défi. Puis si une personne souhaite porter plainte, bien, ça va être de l'accompagnement qu'on va pouvoir faire là-dedans. Idéalement, ça va être de trouver des gens dans le pays où s'est passé la criminelle là, qui vont pouvoir là, nous renseigner, mais
il n'y a rien d'irréalisable là-dedans. Là. Ça peut être quelque chose qui est possible. Ouais, je pense que c'est rassurant de savoir qu'il y a des gens ici qui peuvent aider à comprendre le processus d'un pays étranger, là, absolument. Et puis, est-ce qu'il y a un soutien financier qui vient du CAVAC ou c'est plutôt que vous aidez à trouver justement indemnisation si jamais... Le soutien financier va vraiment venir de l'extérieur. Là. Comme je disais, nous, c'est vraiment une offre de service. Par contre, c'est dans notre mandat vraiment d'aiguiller les gens là, sur les indemnisations parce que souvent, quand on parle de soutien financier, ça va être une question d'indemnisation. À moins que la personne soit, souhaite s'en aller. Si je prends comme, par exemple, une situation de violence conjugale, bon, là, il pourrait y avoir des démarches qui seraient faites là, au niveau d'un hébergement, de récupérer certains biens, mais on n'en est pas nécessairement là. Quand on parle d'indemnisation, comme tantôt je vous disais, c'est principalement l'IVAC, qui est l'indemnisation pour les victimes d'actes criminels. Mais quand ça s'est passé dans le cadre du travail, c'est la CENSST qui s'applique. Là. Fait que ça va être vraiment, oui, d'accompagner les gens, mais l'indemnisation va vraiment provenir de ces deux instances-là et non de nous. Mm-hmm. C'est vraiment une prestation de service, que nous, on va faire à notre niveau. Je pense que je vais peut-être repasser à Maude au niveau du harcèlement. Tu disais tout à l'heure que la grande mission du GEST, c'est d'enrayer le harcèlement en milieu de travail. Donc, j'imagine que vous avez des suggestions au niveau de la prévention. Donc, mettons que moi, je suis artiste de cirque et je fréquente souvent le même studio, je suis employée d'une compagnie artistique. Comment je peux faire, moi, concrètement, pour contribuer à avoir un environnement de travail respectueux, exempt de harcèlement autour de moi? Bien, d'abord, c'est sûr que tout environnement de travail depuis 2019 doit se doter d'une politique pour contrer le harcèlement, pour que l'employeur agisse en réponse à ce genre de conduite-là. Puis, il faut qu'il la rende disponible aussi à ses employés. Donc, ça pourrait être de demander, par exemple, d'avoir accès à cette politique de harcèlement-là. Outre ça, être témoin actif dans le cadre d'une situation de harcèlement, d'agir lorsque a lieu devant nos yeux une situation de harcèlement, c'est toujours quelque chose qui peut faire une grande différence dans la situation. Le fait qu'on nomme le harcèlement, qu'on démontre à la personne du soutien et qu'on démontre au harceleur que la conduite à laquelle il s'adonne est inappropriée, c'est toujours quelque chose qui peut être très pertinent pour aider à contrer le harcèlement dans un milieu de travail lorsqu'on n'en est pas victime. Encore une fois, quand on est victime, la réaction va toujours être différente d'une personne à l'autre, donc c'est plus difficile de se positionner à ce sujet-là, mais effectivement, ça peut être d'exprimer le non-consentement, d'en parler à l'interne, de quitter les lieux en faisant mention de la raison pour laquelle on décide de quitter, ce genre de choses. OK. Il reste une quinzaine de minutes au webinaire. Je vais juste rappeler aux gens qui nous écoutent, s'ils ont des questions, qu'ils peuvent toujours les écrire dans questions et réponses. Je poursuis avec les miennes entre-temps. Donc, est-ce que, Maude, là, on est en période COVID, on est beaucoup en télétravail. On parlait de ça avant que le webinaire commence, hein, les fameuses plateformes réunions Zoom. Oui. Est-ce que vous avez remarqué au GEST un changement au niveau soit du niveau du volume de harcèlement ou du type de harcèlement, ou est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait peut-être porter plus attention en télétravail? Pas nécessairement par rapport aux situations de télétravail, mais effectivement, depuis qu'il y a eu des mises à pied depuis la COVID, dans les dossiers pour lesquels je suis en charge, j'ai pu remarquer que certaines personnes exprimaient que les conduites peut-être d'abus de pouvoir ou ce genre de choses auraient pu augmenter, la charge de travail également et la pression de performance. Ce ne sont pas nécessairement des éléments qui peuvent rentrer dans la catégorie de harcèlement, mais reste que ça peut être très contraignant pour ces personnes-là, surtout s'il y a en comorbidité une situation de harcèlement, ça peut devenir très difficile à porter. Outre ça, je ne pourrais vraiment me prononcer sur le sujet, étant donné que c'est quand même assez frais
puis que l'effet boule de neige de la COVID, j'ai l'impression, n'a pas encore vraiment pris son ampleur, mais c'est ce que je constate, vraiment une hausse de la charge de travail puis une pression de performance, beaucoup. OK, donc ça change un peu le contexte qui fait que ça peut faire influencer là, au niveau de... Puis justement, ce genre de pression-là peut résulter en harcèlement par justement un abus de surveillance, des cris, des pertes de patience qui peuvent effectivement se rapporter plus à des conduites harcelantes. Ouais. Super, merci. Je vais poser une question peut-être un petit peu délicate, mais je vais la poser quand même. Je ne sais pas, dans ton expérience d'avoir travaillé au CAVAC, on se retrouve présentement dans une vague de dénonciation publique, médiatique, sur les réseaux sociaux et tout ça. Je pense qu'il y a, dans le webinaire de l'aparté, on a répondu un peu à cette question-là, mais ça serait intéressant de voir ton point de vue à toi. Il y a des gens qui se posent la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine de faire des poursuites judiciaires dans le cas d'un acte criminel, ou est-ce que ça serait mieux d'aller vers les dénonciations publiques, justement, ou de simplement ne rien faire et plus juste aller vers le traitement, le soutien psychologique, et puis passer à travers l'épreuve? Oui, effectivement, c'est une question assez particulière. Mais je vais répondre, mais je vais vous répondre à mon niveau, là. Non pas nécessairement au point de vue là, du réseau des CAVAC, mais je vais me permettre une réponse. C'est sûr que vous avez sûrement vu, là, si on commence par les dénonciations publiques, là, faut faire attention. Vous avez sûrement vu aussi ce qui est arrivé par la suite. En fait, c'est que les médias sociaux, ça a des points très positifs, comme ça peut avoir des points négatifs également, hein, parce que les gens, certains vont dénoncer publiquement, d'autres vont dénoncer à couvert, mais il y a des gens qui vont se permettre de passer des commentaires aussi en ne s'identifiant pas et en se permettant toutes sortes de commentaires. Donc, ça, c'est mon petit bémol par rapport aux dénonciations lesquelles qu'on a vues. On le sait que par la suite, il y a des personnes là, qui ont eu des commentaires désobligeants, qui ont fermé des comptes là, par la suite. Donc, c'est certain que si une personne souhaite faire une dénonciation, il faut qu'elle prenne compte des conséquences qu'il peut y avoir, tant positives que négatives. Ceci étant dit, par rapport aux dénonciations, puis c'est pour ça, tantôt, je vous disais, est-ce qu'on porte plainte ou est-ce qu'on ne porte pas plainte? Je pense que c'est vraiment personnel à chaque personne, puis c'est vraiment selon les attentes qu'elles ont. T'sais, si pour moi, c'est important que justice soit rendue, que la personne soit accusée, qu'importe, là, puis là, il faut faire attention, tantôt aussi, comme je vous mentionnais, là, sur les attentes là, des peines là, qui peuvent être encourues là, à la suite là, d'une culpabilité. Là. Clairement, il faut je vous dirais auparavant là, faire des démarches puis savoir ce qui est dans les options. Bon, ceci étant dit, si la personne souhaite dénoncer, souhaite porter plainte, il faut qu'elle sache que il va avoir toute la question de l'enquête. Donc, elle va être interrogée, on va lui poser des questions très personnelles, parfois des questions qui peuvent lui apparaître aussi non pertinentes, mais pour fin d'enquête, va l'être. Donc, c'est quand même un peu intrusif là, comme processus. Il faut avoir ça en tête. Par la suite, s'il y a une autorisation puis qu'il y a une enquête préliminaire et procès qui s'en suivent, eh bien là, la personne risque d'être appelée à témoigner. Fait que ça aussi, il faut avoir ça. Est-ce qu'on est prêt à le faire? Est-ce qu'on est prêt à rendre un témoignage devant le ou les agresseurs? De s'exposer, c'est d'exposer aussi une partie très intime de notre vécu. Donc, mais pour certaines personnes, je vais dire le jeu en vaut la chandelle parce que par la suite, fort possible que la personne soit reconnue coupable. Donc là, on a un sentiment de de réparation, que vraiment un sentiment de justice a été rendu. Mais c'est vraiment propre à chaque personne. Fait que c'est dans toutes les sphères, il y a une analyse à regarder, puis je pense qu'il y a une réflexion avant de prendre une décision. Puis pour ce qui est d'obtenir de l'aide, ça, je vous disais, ça moi j'aurais envie de vous dire, ça peut pas, je pense pas que ça va nuire à personne, de rester seul, rester pris avec ces situations-là, avec les conséquences. Moi j'ai envie de dire aux gens,
choisissez à qui vous en parlez, mais parlez-en, restez pas pris avec ça parce que, tu sais, on dit des fois, ah oui, le temps arrange les choses, mais des fois, le temps arrange les choses vraiment drôlement. Là. Tu sais, ça peut s'ancrer d'une façon très différente. Les conséquences, des fois, s'aggravent. Donc, tu sais, qu'on décide d'en parler à un proche, à un ami, de façon anonyme. Hein, il y a une ligne 1-800, là, je ne sais pas si vous l'avez mis, mais peut-être je pourrais vous envoyer le lien, là, une ligne pour les agresseurs à caractère sexuel, qui est gratuite, une ligne provinciale. Donc, tu sais, c'est d'en parler peut-être de façon très anonyme, mais d'aller chercher du soutien. Je pense que c'est ça l'essentiel qu'il faut garder en tête. Oui, puis si vous voulez en savoir plus là, sur les risques au niveau juridique là, d'en parler aux gens autour de nous et ou de mettre sur les réseaux sociaux ou de faire une dénonciation publique, c'est dans notre webinaire avec l'aparté que vous allez trouver. Oui, c'est ça. J'imagine qu'elle est allée donner tous les points de vue juridiques. Oui, c'est ça, des dénonciations, parce qu'effectivement, ça peut nuire, en fait. Hein, c'est ce qu'elle a sûrement précisé. Une dénonciation médiatique, ben, on se met à découvert, puis on peut avoir des poursuites civiles contre nous. Ça peut aussi nuire si par la suite on veut choisir de faire une dénonciation officielle. C'est ça, exactement. Donc, il faut connaître un petit peu tout ça avant de... Puis il y a des émotions aussi qui rentrent en jeu là-dedans, donc il faut... Ouais. C'est le côté plus rationnel. Peut-être, Maude, juste avant la fin, tu pourrais nous parler aussi du processus pour porter plainte dans le cas du harcèlement, comment ça fonctionne un peu, quels sont les enjeux, etc. En fait, tout dépendamment du profil de travailleur auquel on fait face, les procédures et les instances à laquelle on peut porter plainte sont différentes. Donc, dans le cas des travailleurs du cirque, j'imagine que vous êtes des travailleurs autonomes? La plupart, oui. Il y a certains qui sont employés d'une compagnie aussi. OK. Mais dans le sens, je vais y aller très rapidement alors dans ce cas. Pour les personnes qui sont syndiquées en milieu de travail, la ressource, ça va vraiment être le syndicat. Donc, la dénonciation va se faire à cet organisme-là. Puis, si les personnes veulent porter plainte, ça va vraiment être à leur syndicat en fonction de leur convention collective qui peut vraiment varier d'un milieu à l'autre. Donc, je ne me prononcerai pas trop là-dessus, c'est pas trop notre expertise. Pour ce qui touche plus notre expertise, donc les travailleurs de petites et moyennes entreprises non syndiqués de juridiction provinciale, ça va vraiment être pour porter plainte à la CNESST. Le recours à la CNESST se fait contre l'employeur qui n'agit pas en connaissance de cause d'une situation de harcèlement. Évidemment, cette obligation-là, c'est une obligation de moyens et non de résultats. Donc, un plaignant va se plaindre contre un employeur qui n'a pas agi et pris toutes les mesures en son pouvoir pour essayer de faire cesser le harcèlement. Une fois que la plainte, pour faire un formulaire de plainte, on remplit un formulaire. Nous, on encourage aussi à attacher un document séparé qui serait la version des faits. Donc, essayer de détailler en ordre chronologique les événements, qu'est-ce qui s'est passé, qui était présent, dans quel contexte, comment avez-vous réagi, quels ont été les impacts de ces événements-là. La plainte peut être reçue ou refusée. Dans le cas où elle est refusée, on peut avoir un délai de demande de révision de 45 jours. Par la suite, lorsque la plainte est acceptée, on se fait proposer une médiation qui est en fait un recours qui est un peu une entente à l'amiable, hors cours, avec l'employeur pour essayer de négocier une fermeture du dossier de plainte. Ça peut être de faire une demande, par exemple, de réintégration à l'emploi si la personne n'est plus salariée. Ça peut être demander des montants pour dommages moraux, demander une lettre de recommandation avec certaines qualités. C'est vraiment la personne fait les demandes en fonction de ce qu'elle a perdu ou de ce qu'elle aimerait obtenir comme réparation par rapport à la situation qu'elle a vécue. Cette procédure-là est vraiment sur une base volontaire, dans le sens où l'employeur et le plaignant doivent être d'accord pour participer. Donc, si cette mesure-là est refusée ou si elle ne mène pas à une entente satisfaisante pour les deux parties, il va y avoir enquête. Donc, un agent des normes du travail va appeler
la personne victime pour avoir plus de détails sur la situation. Elle va ensuite contacter l'employeur, demander une liste de témoins potentiels pour vraiment approfondir la connaissance de la situation. Cette enquête-là va déterminer si, selon la Commission des normes du travail, il y a harcèlement ou pas selon les 5 critères de la loi. Dans le cas où l'enquête est positive, donc qu'il considère qu'il y a harcèlement, la personne peut être représentée gratuitement par un avocat des normes du travail au tribunal administratif du travail. Puis dans le cas où elle est négative, la personne devra se représenter seule ou se trouver elle-même un représentant légal. La demande de révision pour ça aussi est 30 jours. Je me suis trompée tantôt, c'était 30 jours, pas 45. Mais ouais. Puis par la suite, le dossier va être transféré au tribunal administratif du travail où on va proposer une conciliation qui ressemble sensiblement à la médiation, mais au sein du tribunal. Puis si cette mesure-là, encore une fois, n'est pas concluante ou refusée par l'un des partis, on va vraiment aller au tribunal devant un juge pour présenter la cause. Puis sinon, pour les travailleurs autonomes ou pour les personnes qui vivent du harcèlement discriminatoire ou psychologique, ça va vraiment être à la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse où on va porter plainte. Le processus est assez similaire à celui de la CNESST avec quelques petits ajouts que je ne me sens pas nécessairement à l'aise de tout expliquer, mais c'est tout disponible sur leur site web si ça vous intéresse. Puis aussi, la différence, c'est que les procédures là-bas sont beaucoup plus longues. Puis, c'est toujours possible de faire une plainte aux 2 instances si vous êtes éligible à ces 2 instances-là. Sauf que s'il y a une entente dans l'une des 2 procédures, c'est vraiment genre une quittance finale dans le sens où le dossier des autres formules de plainte vont être fermés également. Puis, si c'est des employés de juridiction fédérale, mais je ne pense pas que c'est vraiment le cas ici, ça va vraiment être à la à la CCDP, donc Commission des droits de la personne, qu'on va porter plainte. Voilà. OK, merci. C'était long, mais voilà. Oui, ben c'est ça, ce sont des processus vraiment complexes. Donc, c'est bien de savoir que des organismes qui sont là pour nous soutenir pendant ces procédures-là, qui peuvent être complexes et longues aussi, j'imagine, et un peu comme des montagnes russes avec une montée émotive. Oui, effectivement. Donc, ben écoutez, c'est à moi que. Est-ce que vous avez une petite dernière chose que vous voulez rajouter, qu'on n'a peut-être pas couvert ou non? Je pense qu'on a tout couvert. Peut-être juste encourager les gens à venir, à venir chercher des différents services. Toutes les coordonnées ont été laissées, donc. Oui, c'est ça. Puis nous, on a une page web aussi où on met tous les réseaux harcèlement et violence au travail. Donc c'est ça. Ils peuvent trouver toutes vos informations là-dessus aussi. C'est là qu'on va publier le webinaire et qu'on va mettre aussi vos présentations, le PowerPoint. Donc, merci, mesdames, d'avoir été avec nous ce matin, de bon matin. Et merci à tous ceux qui ont été à l'écoute et à ceux qui vont le regarder en différé. C'est ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Ah oui, je vais aussi peut-être en profiter pour rappeler aux gens qu'il va y avoir une autre clinique avec 3 webinaires le 3 septembre pour les dirigeants et plus les gestionnaires. Donc, où on parlera de l'aspect médiatique, l'aspect ressources humaines et l'aspect juridique de la gestion de crise. Là. Donc, voilà. Alors, merci beaucoup, mesdames, et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à vous. Bonne journée à tout le monde. Merci. Au revoir. Bye bye.